La grande majorité des gens dans le monde ne possèdent pas de Bitcoin, pas encore en tout cas. Et même parmi ceux qui en possèdent, beaucoup en ont acheté pendant les pics d'euphorie des derniers marchés haussiers et donc ne comprennent pas réellement ce que c'est. Pourtant, Bitcoin continue de croître et de plus en plus de gens commencent à l'accumuler. Donc, en comprenant ce dont je vais te parler dans cette vidéo, tu auras un avantage énorme sur le reste de l'humanité. On va revenir aux bases et expliquer avec des mots simples ce qu'est Bitcoin, comment il fonctionne et en quelques minutes tu vas comprendre Bitcoin ainsi que tous les termes associés à Bitcoin comme la blockchain, la proof of work, le minage, les clés privées, mais aussi pourquoi la valeur de Bitcoin augmente depuis sa création. Alors, la façon la plus simple de comprendre Bitcoin, c'est de commencer par un exemple. Disons que je te dois 50 €. Comment vais-je te payer? La façon la plus évidente, ce serait que je te rembourse en cash avec un billet de 50 € et à partir du moment où on se voit et je te donne le billet de 50 €, notre dette est réglée. Toi, tu récupères ton argent, tu peux en faire ce que tu veux. Et il n'y a pas de tiers impliqué, c'est juste moi qui te donne directement l'argent. C'est ce qu'on appelle du pair à pair, en anglais, du peer-to-peer. Pas besoin qu'une banque ou qu'un autre intermédiaire intervienne, ce qui signifie que c'est une transaction privée. Les seules personnes à être au courant de cette transaction, c'est toi et moi. Par contre, si tu vis à 1000 km de chez moi, tu risques d'attendre un certain temps avant de recevoir ton argent. Et si tu as besoin de cet argent rapidement, le fait que je te le donne en cash, c'est pas forcément la meilleure solution. Parce que nos chemins vont pas se croiser forcément de sitôt. Donc comment faire pour t'envoyer tes 50 € de manière sécurisée dans le monde d'aujourd'hui? Alors, bien évidemment, il y a plein de manières de l'envoyer de manière électronique. Je pourrais te l'envoyer via virement bancaire, mais ça pourrait prendre un certain temps. Et imaginons que tu n'habites pas à 1000 km, mais à 10 000 km dans un pays étranger avec une monnaie différente. Là, c'est une galère. Toute personne qui a déjà fait un virement bancaire international sait que c'est ni rapide ni facile à faire. Tu pourrais attendre plusieurs jours avant que l'argent n'arrive sur ton compte. Ou alors je pourrais utiliser PayPal ou Western Union ou un truc similaire. En gros, il y a plusieurs manières de procéder, mais elles ont toutes besoin d'un intermédiaire, qu'il s'agisse d'une banque ou d'une plateforme comme PayPal. On a aujourd'hui besoin d'une autre entité qu'on appelle un tiers de confiance pour effectuer le transfert. La solution idéale à ce problème, ce serait donc une forme d'argent numérique qui peut être transféré d'égal à égal, de pair à pair, sans avoir besoin d'un tiers de confiance pour régler rapidement un paiement entre deux personnes se trouvant à deux endroits de la planète. Et Bitcoin, c'est un code, c'est un réseau en ligne qui permet de transférer de la valeur sur Internet entre des utilisateurs individuels sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Le réseau Bitcoin a été créé par un inconnu qui s'appelait Satoshi Nakamoto. Alors, c'est probablement un pseudonyme désignant soit une personne, soit un groupe de personnes. Et Satoshi a publié le white paper de Bitcoin le 31 octobre 2008 qui expliquait en détail le fonctionnement de Bitcoin et les raisons de sa création. Et il s'intitule Bitcoin, un système d'argent électronique de pair à pair. Et il commence par la phrase suivante. Une version purement pair à pair de l'argent électronique permettrait au paiement en ligne d'être envoyé directement d'un utilisateur à l'autre sans passer par une institution financière. Et c'est un problème incroyablement difficile parce que si t'as pas de tiers qui garde une trace des dépenses de chacun, comment s'assurer que les gens ne dépensent pas leur argent plusieurs fois? Clairement, on ne peut pas se baser sur la confiance pour créer un système comme ça parce qu'on sait que les humains ont tendance à agir dans leur propre intérêt. Donc il doit y avoir un garde-fou, il doit y avoir un moyen de les empêcher d'agir de manière malhonnête ou même de faire des erreurs parce que sinon c'est même pas la peine d'essayer de faire fonctionner le système. Donc aujourd'hui dans le monde qu'on connaît, il y a plein de moyens de nous empêcher de le faire. L'argent liquide est difficile à falsifier et si tu le fais, tu peux aller en prison. Lorsqu'il y a des transactions électroniques qui sont effectuées, les banques tiennent compte du montant que chacun possède sur son compte en banque et lorsque tu dépenses avec ta carte bancaire ou alors que tu effectues un virement, ta banque met à jour ton solde pour refléter le montant que tu détiens et s'assurer que tu peux pas dépenser au-delà d'un certain montant. Donc, on a besoin de la banque pour garder une trace de toutes les transactions. On doit faire confiance à la banque pour garder un registre honnête des transactions effectuées et on doit aussi faire confiance à la banque centrale qui émet la monnaie qu'on utilise pour qu'elle ne la dévalue pas en imprimant des quantités astronomiques d'argent, ce que toutes les banques centrales font malheureusement depuis déjà plusieurs années. Et Satoshi Nakamoto a trouvé une réponse à ce problème et c'est l'une des choses qui rend Bitcoin si révolutionnaire. Plutôt que d'avoir une entité centralisée qui garde une trace de toutes les transactions et de tous les soldes de chaque utilisateur, Bitcoin est conçu de la sorte que n'importe qui exécute un nœud sur son site web puisse le faire. Un nœud, concrètement, c'est un ordinateur qui a téléchargé le logiciel de Bitcoin et qui le fait fonctionner. En gros, tu peux considérer qu'un nœud, c'est un peu l'équivalent d'un comptable individuel. Imagine donc un livre de compte gigantesque distribué sur tous les nœuds du réseau, mais qui est mis à jour
en temps réel et il est constamment vérifié par tous les nœuds de Bitcoin pour vérifier que tout le monde reste honnête. C'est la même chose que les bases de données qui sont conservées par les banques, sauf que ces bases de données sont conservées de manière centralisée, tous les enregistrements sont conservés au même endroit, et le problème, c'est qu'avec toutes les données qui sont dans un même endroit, imaginons si quelqu'un de mal intentionné pouvait mettre la main sur ces registres. Si un hacker ou un pirate informatique réussissait à accéder à la base de données d'une grande banque et à modifier ou à détruire tous ces enregistrements, ça créerait un sacré bordel. Tu te retrouverais du jour au lendemain avec 0 sur ton compte et probablement aucun moyen de les récupérer. Donc, la façon dont Satoshi a permis aux gens de faire des transactions sur le réseau Bitcoin, ça a été d'utiliser un grand livre de compte distribué à tous les nœuds du réseau, et chaque transaction qui a lieu sur le réseau est vérifiée et validée par tous les nœuds. Et ça arrive toutes les 10 minutes environ. Donc toutes les 10 minutes environ, les enregistrements de ces transactions validées sont regroupés par blocs, et ces blocs sont reliés entre eux pour former une chaîne de blocs, ou ce qu'on appelle plus communément la blockchain. Et chaque bloc est lié à celui qui le précède en utilisant un processus d'encodage. On va pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle le hashing. En gros, ça signifie que si quelqu'un était capable de modifier les informations d'un bloc pour, par exemple, s'attribuer un surplus de 2000 bitcoins, ça signifie qu'il faudrait modifier toutes les informations de tous les blocs de la blockchain. Donc concrètement, si quelqu'un triche, le réseau remarque qu'il y a quelque chose de louche et rejette la modification. Et c'est cette caractéristique qui contribue à faire de la blockchain un enregistrement inviolable. Donc non seulement il n'y a pas d'autorité centrale pour superviser l'ensemble du réseau, et en plus de ça, il est virtuellement impossible de falsifier l'enregistrement. Et depuis 15 ans que Bitcoin existe, croyez-moi, nombreux sont ceux qui ont essayé et personne n'a jamais réussi. Alors, la gestion d'un nœud Bitcoin, c'est un processus qui est assez simple. Ça peut être réalisé depuis un ordinateur de base en utilisant le réseau Bitcoin. Ça nécessite pas une grosse puissance de calcul, mais il n'y a pas vraiment de récompense pour la gestion d'un nœud en tant que tel, autre que de savoir que tu contribues à la décentralisation de Bitcoin et à maintenir le réseau. Parce que plus il y a de nœuds, plus il y a de comptables, plus il y a de sécurité et de décentralisation. Mais il existe un autre type de nœud qui est beaucoup plus impliqué dans le fonctionnement du réseau Bitcoin et qui est financièrement incité à le faire. On a déjà entendu parler, c'est les mineurs de Bitcoin. Alors, si tu en as déjà entendu parler, tu t'es sûrement demandé ce que le minage avait à voir avec un actif dématérialisé comme Bitcoin. Et bien en fait, c'est lié à la manière dont Bitcoin est conçu. Le nombre de Bitcoin que le réseau émettra au fil du temps est fixé et défini à 21 millions. Cette limite a été programmée par Satoshi dans le code qu'il a écrit. Et cette récompense diminue avec le temps en respectant un taux d'émission et d'inflation bien précis défini par Satoshi Nakamoto pour arriver à 21 millions de Bitcoin en 2140 à peu près. Et c'est cette caractéristique précisément qui fait que la valeur de Bitcoin augmente depuis sa création. Il y en a une quantité limitée. Aujourd'hui, il en existe un peu plus de 19 millions. Son émission est très faible, et plus on avance dans le temps, plus elle diminue, et pourtant, de plus en plus de monde cherche à en accumuler. Donc plus il y a d'acheteurs, plus Bitcoin devient rare, et comme tu le sais, tout ce qui est rare est cher. Donc revenons à la blockchain. À chaque fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain, un nombre prédéterminé de Bitcoin est émis sous la forme d'une récompense aux mineurs. Et tous les mineurs du réseau Bitcoin sont en concurrence pour percevoir la récompense. Et cette méthode entière de maintien du réseau est appelée Proof of Work, ou preuve de travail en français. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Les mineurs de Bitcoin veulent tous être celui qui ajoute le dernier bloc contenant toutes les données de la blockchain pour recevoir la récompense en Bitcoin. On parle quand même de 6,25 Bitcoin aujourd'hui, c'est une sacrée somme d'argent. Et ils sont tous en concurrence pour être le premier à découvrir la combinaison aléatoire. Et il y a énormément de possibilités, il y en a même des milliards à chaque fois. Donc c'est la course contre la montre au premier qui trouvera la combinaison exacte pendant que tous les autres mineurs du réseau font la même chose. Et lorsqu'un mineur finit par réussir, le processus recommence. Donc si tu te poses la question, évidemment, soumettre toutes ces suppositions, ça nécessite une grosse puissance de calcul qui, à son tour, nécessite beaucoup d'électricité pour fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui dit que le minage de Bitcoin est mauvais pour la planète. Même si ces gens n'ont pas les bonnes informations, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. La dernière chose à noter à propos de Bitcoin, c'est que t'as pas besoin de télécharger et d'exécuter un logiciel pour utiliser le réseau Bitcoin. N'importe qui avec une connexion internet peut utiliser le réseau Bitcoin et envoyer ses Bitcoins à n'importe qui dans le monde à partir du moment où c'est un utilisateur du réseau. Et l'une des façons fondamentales qui fait de Bitcoin le réseau de paiement le plus sûr de la planète, c'est l'utilisation du cryptage à clé publique. Alors, il y a 3 composants qui fonctionnent ensemble pour permettre à n'importe qui d'utiliser le réseau pour transférer des Bitcoins à n'importe quel autre utilisateur dans le monde.
Le premier composant, c'est la clé privée générée de manière aléatoire par le réseau Bitcoin pour tout nouvel utilisateur. Cette clé privée, comme son nom l'indique, elle doit être gardée secrète. C'est un peu l'équivalent du mot de passe de ton compte bancaire. Et cette clé privée, elle est ensuite utilisée pour générer une clé publique. Donc ces deux clés ressemblent à des longues chaînes de chiffres et de lettres, et la clé privée est soumise à un processus mathématique hyper complexe pour créer la clé publique. Et la clé publique, pour que tu comprennes mieux, c'est un peu l'équivalent du numéro de ton compte bancaire. Et toute personne qui veut t'envoyer des bitcoins en a besoin. Cependant, la clé publique elle-même subit encore des processus mathématiques avant de pouvoir être partagée avec n'importe qui veut t'envoyer des bitcoins. Et le résultat de ce processus, c'est ton adresse bitcoin qui peuvent être copiées-collées afin de t'envoyer des bitcoins en utilisant le réseau Bitcoin. Alors, il y a un autre mot lié à Bitcoin qui est important à comprendre, c'est portefeuille Bitcoin. Et c'est pas pareil que ce que je viens d'expliquer. Un portefeuille Bitcoin, c'est un autre logiciel ayant deux fonctions principales. Détenir tes clés privées et détenir ton adresse. Et donc ce portefeuille te permet aujourd'hui d'interagir avec le réseau Bitcoin pour envoyer et recevoir des Bitcoins facilement. À l'époque, c'était très compliqué de se procurer des Bitcoins au début. Mais aujourd'hui, la manière la plus simple de se procurer des Bitcoins, c'est de l'acheter via l'intermédiaire d'un échange, comme Binance par exemple. Et lorsque tu crées un compte sur un échange, il crée un portefeuille Bitcoin pour toi. D'ailleurs, si tu veux te créer un compte sur Binance, le lien d'affiliation dans la description te permettra d'obtenir des bonus intéressants par rapport à si tu t'inscris directement sur leur site web. Une fois que tu as créé un compte sur Binance ou un autre exchange, tu envoies de l'argent sur l'échange, des euros, des livres sterling, peu importe, et tu achètes du Bitcoin avec cet argent. Les Bitcoins sont enregistrés comme étant dans ton portefeuille sur cet échange, mais c'est important de se souvenir que comme ton portefeuille est hébergé par l'échange, c'est eux qui détiennent tes clés privées. Et pour limiter les risques, surtout après la faillite de FTX en 2022, où plus d'1 million de personnes ont perdu leur crypto, pour l'instant, parce qu'elles sont encore bloquées sur la plateforme, l'une des choses les plus importantes que tout détenteur de Bitcoin doit faire, c'est de stocker soi-même ses clés privées. Not your keys, not your Bitcoin, c'est un adage hyper connu dans le monde des crypto-monnaies. Pour détenir réellement tes Bitcoins, il faut que tu détiennes tes clés privées. Ça, c'est un point très important à comprendre. Lorsque tu détiens tes Bitcoins dans un portefeuille, ce que tu fais réellement, c'est détenir ta clé privée. Personne, ni les mineurs, ni Satoshi, ni toi, ni moi, ne détenons réellement nos bitcoins. Tout le monde contrôle simplement un moyen d'accéder à la quantité de bitcoin qui leur est due sur la blockchain. Il y a plein d'informations sur Bitcoin et la blockchain à comprendre. D'ailleurs, si tu veux apprendre à gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies, je t'ai mis un lien dans la description. En étant très transparent, c'est une vidéo de vente, c'est une vidéo dans laquelle je t'explique ce que je propose, comment ça peut t'aider. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien, il est dans la description. Si ça t'intéresse pas, passe ton chemin, ça m'est totalement égal. Maintenant, je vais te partager la chose la plus importante que tu dois savoir si tu as l'intention d'acheter des bitcoins. Maintenant que tu as compris les bases, que tu sais qu'il faut utiliser un bon échange, l'étape suivante, ça devrait être toujours de prendre en charge et d'être responsable de ses propres clés privées. Donc la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser un portefeuille que toi-même tu contrôles et non pas un portefeuille hébergé par un tiers, par un échange. Souviens-toi que Bitcoin est conçu pour éviter les tiers de confiance. C'est son essence même. Donc si tu fais confiance à quelqu'un d'autre pour détenir tes clés privées, tu vas à l'encontre de pourquoi Bitcoin a été créé et tu prends un risque. Alors bien sûr, faire confiance à un échange, c'est facile, c'est pratique et les meilleurs échanges ont des protocoles de sécurité en place qui sont solides, c'est vrai, mais t'es jamais à l'abri. Tu peux jamais être certain. Il y a eu de nombreux hacks, il y a eu de nombreuses faillites. Donc la meilleure solution concrètement, c'est de se procurer un hardware wallet comme Ledger par exemple, qui est une entreprise française. Ça se présente sous une forme de petite clé USB qui est en fait un appareil crypté qui n'interagit jamais avec Internet. Je t'ai aussi mis un lien en bio si tu veux t'en procurer un, c'est un lien d'affiliation et ça soutient la chaîne. Ces appareils ont un certain coût, donc je dirais que ça vaut le coup de s'en procurer un à partir du moment où tu détiens au moins 800 ou 1000 euros en crypto. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as trouvé utile, pose ton like et abonne-toi. C'est les débuts de cette chaîne YouTube, il y a plein de vidéos intéressantes qui arrivent. Donc n'hésite pas aussi à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et s'il y a des vidéos en particulier que tu aimerais que je fasse.